Merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, les cours ont repris timidement ce matin au lycée de Nkwaban après la bousculade qui a occasionné plusieurs blessés parmi les élèves de cet établissement d'enseignement général situé dans le département La Meufouafamba, région du centre. Depuis ces incidents, le lycée est sous la bonne garde des éléments de la police et de la gendarmerie. Et puis, irresponsabilité parentale à Kribi, un homme abandonne sa femme et leur triplé à l'hôpital des Baumés. La mère et les nouveau-nés ont été pris en charge par les âmes de bonne volonté, tandis que le père reste introuvable. Voilà pour les titres. Rendons-nous en ouverture de ce journal au lycée de Nkwaban. C'est une banlieue de la ville de Yaoundé où les cours ont repris timidement ce matin après les événements d'hier. Une bousculade qui a occasionné plusieurs blessés parmi les élèves. Eh bien, certaines salles de classe étaient vides malgré la présence des enseignements. On a également noté la présence des forces de la police et de la gendarmerie. Le reportage d'Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. À notre arrivée au lycée de Nkwaban ce mercredi matin, l'établissement portait encore les séquelles de l'incident survenu la veille. Le portail qui avait disparu est de retour, mais pas à sa place habituelle. Quelques élèves flânent dans la cour de l'école. À l'intérieur des salles de classe, ce n'est pas l'affluence habituelle. Plusieurs élèves manquent à l'appel. Avec les salles de classe cassées, les bureaux, les enseignants qui pleurent, ça ne nous encourage pas. Seuls les troisièmes, première et terminale connaissent une affluence moyenne. Le matin, on avait cours de chimie qui s'est passé normalement. Après les 2 heures, on a fait le cours de français et les cours se poursuivent normalement. Les cours ont effectivement repris à 8 heures. Et depuis le matin, on a fait cours de physique. Et c'est ça qu'on est toujours en train de faire maintenant. Nous sommes en préparation pour le bac C, c'est bientôt. Déjà, nous devons nous appliquer dans nos cahiers. Et pour cela, nous avons repris les cours ce matin, effectivement, à 8 heures. Les cours ont effectivement repris au lycée de Nkwaban. Mais comme on peut le constater, juste derrière moi, de nombreuses places sont restées désespérément vides. Ailleurs, c'est le calme plat. Certaines salles de classe sont même carrément vides. Depuis le matin, on a seulement eu cours de sport avec monsieur Etembo, mais le professeur de français a demandé qu'on l'attende, qu'il arrive. Non, il y avait plus de 20 élèves. Combien? 108. Il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui. C'est que la plupart des élèves n'ont pas encore tourné la page de la bousculade, encore sous le choc. Ils ont préféré rester à la maison. Cet élève de la classe des premières a fait l'effort de venir à l'école, mais elle ne cesse de penser à sa sœur, blessée la veille. Elle a eu un choc au niveau du cœur. Nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes rentrés, on a demandé qu'on la suivait calmement à la maison, mais elle n'a pas pu être à l'école aujourd'hui. Et pourtant, la quasi-totalité des professeurs étaient bel et bien présents. Mais faute d'élèves, certains n'ont presque pas dispensé de cours. Il faut que les cours reprennent vite parce que nous qui sommes en classe des amants souffrent. On ne sait pas comment on va faire. Là maintenant, parce qu'on n'a pratiquement pas eu cours. Ainsi va la vie au lycée de Nkwaban, qui reste encore sous contrôle sécuritaire. Une présence des policiers et gendarmes qui n'encombre aucunement ceux des élèves qui ont choisi de ne pas zapper les cours. L'espoir est permis qu'avec le retour au calme, les élèves reprendront également le chemin des classes. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Je propose à présent d'aller de prendre connaissance avec ce document qui a été à l'origine de ces incidents au lycée de Nkwaban hier. Il s'agit du cahier des disciplines, un document qui est feuilleté pour nous par Marcelin Gansop. Ce n'est qu'un cahier que chaque élève est tenu de présenter à l'établissement. Et pourtant, son exigence a failli coûter la vie à des dizaines d'enfants. Pour comprendre ce qui fait problème, nous avons tenté en vain d'avoir le proviseur du lycée de Nkwaban, occupé à produire son rapport des derniers événements. Elle nous renvoie vers ses collaborateurs, dont le surveillant général coordonnateur, que voici. Il explique d'abord ce que c'est que ce fameux cahier de discipline qui fait tant jaser. Le cahier de discipline a été institué dans cet établissement en collaboration avec les parents d'élèves, afin que tous les parents puissent avoir la situation disciplinaire réelle
de leurs enfants. Ce cahier de discipline est acheté par l'élève, n'importe quel cahier, environ 120 pages. L'exigence de ce cahier ne semble pas a priori poser de problème. Mais lorsqu'on évoque le contenu qu'il est susceptible de renfermer, l'on commence à comprendre la colère de certains élèves qui ont maille à partir avec la discipline. Particulièrement dans notre lycée, nous n'utilisons plus les billets de sortie, les billets d'entrée. Donc quand l'élève vient avec ce cahier qu'il a acheté lui-même, le surveillant général met un cachet dont l'enfant aura ce cahier chaque jour sur lui. S'il est malade, on remplit dans le cahier. S'il est indisponible à la maison, le parent écrit à l'intérieur de ce cahier pour envoyer ce cahier au niveau de l'établissement. Ce qui fait qu'au niveau de la surveillance générale, le surveillant général justifie l'absence de l'élève à partir de ce cahier de discipline. Simeon Kemenye est formel. Le quartier Kouaban qu'il côtoie depuis 9 ans n'est pas un repère de voyous dont les agissements menaceraient alors la vie au sein du lycée. La délinquance qui prospère ici est le fait des élèves eux-mêmes. Ce sont ceux qui sont vraiment réfractaires à la situation, qui ne veulent pas présenter leur situation réelle, n'est-ce pas, au niveau de la maison. Ce sont eux qui ne veulent pas avoir ce cahier. Et quand même ils ont été contraints à avoir ce cahier, ils ne se présentent pas avec ce cahier 2 fois. C'est-à-dire que dès que vous avez mentionné quelque chose qu'il a fait au sein de l'établissement, l'élève change le cahier. Il se présente pour une seconde fois avec un autre cahier. Insécurité en milieu universitaire toujours. Du côté de Yaoundé, l'on annonce pour bientôt une compagnie d'intervention de la police à Soa, ville universitaire. Eh bien, cette annonce intervient après le drame survenu dans cette université, à l'université de Yaoundé 2. L'on se rappelle de cette étudiante qui avait été enlevée puis assassinée par ses bourreaux. Le compte rendu de Yannick Mazoua. Dans les milieux universitaires, les filles sont plus exposées à l'insécurité. Les causes endogènes, c'est-à-dire les causes émanant des étudiantes elles-mêmes, certains comportements, leur habillement. Pour ce qui est des causes exogènes, effectivement, nous pouvons avoir tout ce qui est autour, les criminels qui vont vers elles, qui viennent leur faire des propositions indécentes et ainsi de suite. La récente actualité à l'université de Yaoundé 2 en est une parfaite illustration. Le corps de Laetitia Onana, âgée de 20 ans, étudiante de 3e année à la faculté des sciences économiques et de gestion, a été retrouvé en état de composition avancée dans une broussaille le 20 janvier dernier. L'insécurité en milieu universitaire, thème de la conférence débat de lancement des activités de la Journée internationale de la femme à l'université de Yaoundé 2, n'est donc pas un fruit du hasard. Vous êtes sans ignorer ce qui s'est passé il y a moins d'1 mois, où une de nos étudiantes a été lâchement assassinée en plein milieu du campus. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe à tout instant. Il était important pour nous de travailler avec la délégation générale à la Sûreté nationale pour voir comment essayer de combattre ce fléau qui mine le milieu universitaire. Avec le concours de la police camerounaise, plusieurs mesures de sécurité ont été prises lors de ces échanges. Nous sommes d'autant plus heureux que ces dispositions ont pris la forme d'une compagnie d'intervention qui est basée à l'entrée de l'université pratiquement. L'université de Yaoundé 2 se dote ainsi de nouvelles armes pour mettre un terme à l'insécurité ambiante qui sévit dans ces campus. Le directeur régional Afrique du Bureau international du travail a clôturé ce mercredi sa visite de travail au Cameroun par le JICAM. Devant le patronat camerounais, le directeur Chipinda Chouma a présenté quelques priorités pour l'amélioration de la croissance au Cameroun et une meilleure qualité de l'emploi. Pour Chipinda Chouma, le directeur régional du BIP, Afrique précise par ailleurs que 90% de l'économie camerounaise est basée sur le secteur informel. Il connaît de nombreux problèmes parmi lesquels les cotisations sociales non reversées, les emplois peu décents ou la non-maîtrise des procédures menant à la grève. Voici à présent la réaction du directeur Afrique du BIT au micro d'Equinox Télévision.
I think they're all preoccupied and we're all concerned about employment, especially the lack of employment opportunities. La priorité régionale que nous avons établie, la priorité de notre collaboration avec eux. Donc, je dois répéter que l'emploi reste le problème principal. Et donc, nous allons travailler non seulement pour aider à mettre en place des politiques, mais aussi pour aider à renforcer l'employabilité, donner aux jeunes les compétences nécessaires pour les emplois qui sont créés, donc en travaillant sur les systèmes de formation professionnelle. To take Cameroon to the next high level. Eh bien, les femmes seront à l'honneur. Dans quelques jours, ça s'agira le 8 mars prochain. Mais signalons que les femmes ne sont pas intégrées dans les politiques de développement des secteurs forestiers et miniers au Cameroun. C'est du moins ce qui ressort du lancement des activités de la 8e édition baptisée Femmes et Filles Fortes. Yannick Bazoa pour plus de précisions. La prise en compte systématique des femmes dans les politiques régionales et nationales relatives à la conservation et gestion durable des forêts de la sous-région ainsi qu'à celle des industries extractives restait faible. Les femmes sont presque ou totalement exclues des centres de décision et par conséquent peinent à s'émanciper. Le cadre politique est assez restrictif, malheureusement. Il y a les formations même qui ne permettent pas aux femmes d'accéder à ces fonctions-là, parce que les formations liées au secteur minier ne sont pas justement pour le moment celles où les femmes s'impliquent le plus. On a environ dans le bassin du Congo ici maintenant environ 65 millions de personnes qui dépendent des forêts, que ce soit de manière directe ou indirecte, et les femmes ne sont pas en position de décision dans ce secteur. Leur intégration dans les stratégies de développement des secteurs suscités est pourtant un atout majeur dans le processus de développement socio-économique. Les femmes constituent la force majeure de production et de consommation des ressources forestières aussi. C'est-à-dire plus on intègre les femmes, plus vraiment on a un développement économique des familles et ça contribue aussi au développement économique quand même des pays. Pour cette 8e édition du concept Femmes et Filles Fortes, la coopération allemande à travers ses différents programmes entend plus s'initier dans la promotion de l'aspect genre. Durant 4 jours, il sera question de mettre en lumière une stratégie qui a pour ambition de renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans la société en intégrant la dimension genre dans le contenu des politiques publiques. Le but principal ici étant d'évaluer ce qui a déjà été fait, le chemin à parcourir et de proposer les pistes pour un gender mainstreaming toujours plus performant. Signalons que l'on célèbre ce 4 mars la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle et les abus sexuels. Et à cette célébration, les défenseurs des droits de l'homme présentent cette pratique comme étant l'une des pires formes de violation des droits de l'homme car elle réduit l'homme à une simple marchandise. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Les mouvements sociaux et les conflits constatés dans les entreprises au Cameroun sont la cause du non-respect des droits de l'homme. C'est du moins le constat qui est fait par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. C'était au cours d'un séminaire de formation à Yadouala. Les précisions avec nos reporters Séverin Chouban et Flavien Valondongo. Le Cameroun fait partie des pays africains qui continuent de violer les droits de l'homme. Des spécialistes en la matière pointent du doigt les mauvaises conditions de travail des employés dans certaines entreprises. Il y a des entreprises qui payent des salaires dérisoires à leurs employés, qui même logent très mal les employés, dorment à même le sol, sur des nattes déchirées, sur des matelas qui ne disent pas leur nom, etc. Ce n'est pas normal. Plus grave, certaines de ces structures, basées en périphérique tout comme en zone rurale, sont plus préoccupées par des retombées pécuniaires au détriment du capital humain. D'une part, parce que les activités des entreprises ne contribuent pas au développement, violent les droits de l'homme, par exemple les droits des employés, ou même les droits environnementaux, par exemple jeter des déchets dans des rivières, qui par ricochet empoisonnent les terres et les rivières et empêchent
les populations riveraines d'utiliser l'eau. Tout ça là, c'est des choses qui freinent le développement. Des attitudes qui frisent le mépris ainsi que le non-respect des droits de l'homme, notamment dans ces entreprises. Ce qui contribue très souvent à la naissance des conflits et parfois des mouvements sociaux. La rencontre de Douala, qui réunit des acteurs de la société civile et des chefs d'entreprise, initiée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, arrive comme une source de solution à toutes ces dérives. La jouissance et la protection des droits de l'homme, que ce soit les droits économiques et socio-culturels, mais aussi les droits civils et politiques. L'exploitation des ressources naturelles. Que l'exercice des activités des entreprises contribue à la jouissance des droits de l'homme. Par exemple, droit à la vie, droit au logement, droit au travail, droit à l'alimentation, droit à l'éducation, etc. Le Cameroun pourrait être un exemple à suivre par bien des pays du continent si et seulement si les droits de l'homme sont respectés, notamment dans des entreprises à forte potentialité. Lutte contre l'acquisition illicite des terrains dans la ville de Maroua. Eh bien, le gouverneur de la région de l'extrême nord vient de frapper du poing sur la table après plusieurs plaintes des habitants de cette localité. Mindjiwa Bakari vient d'ordonner les suspensions des travaux sur les sites querellés. Les précisions avec Amadou Daïrou et Julingué. L'acquisition illicite de terrains est un phénomène qui prospère dans la ville de Maroua. Plusieurs habitants confient avoir été victimes des trafics d'influence de la part des personnalités désireuses de s'accaparer de leurs terres. À cet effet, les magistrats municipaux et 37 plaignants viennent de rédiger une lettre adressée au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour dénoncer le fléau. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, informé de cette affaire, convoque une réunion d'urgence dans ses locaux. Les constructions sont anarchiques. Le plan d'urbanisation en soi n'est pas respecté. Il y a un désordre fou. Les réserves administratives ont été envoyées. Je citerai par exemple le long du fleuve, Diresso de Coton, Frolina. Et ceci est général dans la ville. Il était donc grand temps que nous serons la fin de la récréation. Mindjiwa Bakari vient donc frapper le poing sur la table. Il interpelle tous ceux qui occupent illégalement les domaines privés de l'État à s'arrimer au respect des règles et des lois domaniales. Pour ce faire, le gouverneur annonce la mise sur pied d'un certain nombre de mesures. Une commission sera également mise sur pied à l'effet d'examiner au cas par cas tous ces différents griefs que nous avons à notre niveau. Mais assurément, ceux qui sont en train de flirter avec le faux, nous avons purement et simplement retiré ces terrains au besoin annuler les titres fonciers qui parfois ont été faits de manière frauduleuse. Pour l'heure, les différents travaux entamés sur les sites querellés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Lutte contre l'insalubrité à Loum, c'est une ville située dans le département du Mungo, région du littoral. Eh bien, la municipalité vient de mettre la somme de 50 000 francs CFA en cas de versement des ordures dans cette localité. Et cette décision intervient quelques jours seulement après les inondations observées dans cette localité. Les précisions avec Viviane Kamoa, notre reporter. Le retour de Dame Pluie vit au cauchemar pour les populations de Loum dans le département du Mungo. Plusieurs maisons et axes routiers ont été inondés par la violente pluie qui s'est abattue sur cette localité il y a quelques jours. C'est très mauvais. Les maisons, par exemple, là-bas, vous êtes en train de voir, dans les maisons partout, l'eau entre partout. On ne peut rien faire. Donc au champ, on va fuir la pluie, même à la maison encore, nous ne sommes pas à l'abri. Des inondations causées par l'insalubrité des populations qui choisissent d'utiliser les trottoirs et les rigoles comme dépotoirs en lieu et place des bacs à ordures. Toute chose de nature à freiner l'action des équipes en charge de la réfection de cet axe routier. La population n'est pas encore civilisée où ils déchargent
les ordures dans la rigole quand il pleut. Nous ne sommes pas là pour la politique, nous sommes faits pour amener la population à bien vivre de ce que nous avons appris par rapport à l'école. Et si nous ne mettons pas en considération ces travaux que nous sommes en train de faire, d'ici peu, ça ne serait pas de bonne qualité. On a commencé à tuer les gens, pourtant c'est nous-mêmes qui avons voulu que cela aille de cette façon. C'est donc dans le but de pallier au problème qu'une amende fixée à 50 000 francs CFA vient d'être votée par l'exécutif communal. Il s'agit d'obliger les populations à respecter les règles primaires d'hygiène et de salubrité. Nous demandons à tout un chacun d'avoir un bac à ordures. Nous demandons à tout un chacun d'avoir une latrine. Nous demandons à tout un chacun de déposer les ordures ménagères là où les voitures peuvent facilement avoir. On voter au niveau de la mairie un certain nombre de délibérations qui punissent sévèrement ceux qui jettent des ordures ménagères dans les rigoles, sur les routes et même dans les rivières. Et cette amende est de 50 000 francs. D'où l'intérêt de sensibiliser les populations sur l'incivisme et la prise de conscience globale. En culture, le peuple Batanga, dans la région du Sud Cameroun, a manifesté la tristesse de la déportation de ses ancêtres. C'était dans les rues des Kribi et une gerbe de fleurs a d'ailleurs été déposée dans la mer en signe de cette commémoration. Joseph Abenabena nous en dit plus dans ce reportage. C'est sous un pas lourd d'émotion que le peuple Batanga commémore ici le centenaire de la déportation de ses ancêtres. Vêtus de noir, les fils et filles Batanga manifestent leur tristesse dans les rues de la capitale touristique du Sud, Kribi. Une gerbe de fleurs a été déposée en mer par Sa Majesté Michel Maouvé III. Tout de suite sur le départ de la déportation au sud-ouest en 1915. Alors il fallait qu'on se rappelle de nos ancêtres, nos aïeux, nos parents qui sont des milliers qui sont restés dans l'eau. Plusieurs sont partis des villes voisines et même de l'Europe pour se joindre à leurs frères et sœurs à Kribi pour un souvenir commun de ces événements. Alors ce qui nous amène à Kribi, c'est que nous nous rappelons de nos ancêtres qui sont morts et puis ils ont fait la guerre, c'est d'ici qu'ils sont partis. Et avec toute la communauté de Batanga, je suis venue pour commémorer donc, le départ en exil parce qu'on a déporté nos parents, nos grands-parents d'ici, sur cette même plage ici, le 27 février 1915. Les historiens soutiennent que c'est justement le 27 février 1915 que les habitants de la côte ont été déportés ici, au pied du phare, afin d'échapper à la Première Guerre mondiale. Restons à Kribi pour parler de cette situation qui prévoit actuellement à l'hôpital des Bomé où une mère et ses 3 enfants, les tribiers, viennent d'être abandonnés par leurs géniteurs. Les précisions une fois de plus avec Joseph Abenabena. Le père de ces 3 filles est porté disparu depuis leur naissance. Il y a 2 semaines, Dame Nsolambang Lucie a accouché par césarienne ici, à l'hôpital des Bomé. Nous lui avons dit qu'elle était porteuse de 3 bébés. Elle avait été triplés dans le ventre. Nous l'avons suivie jusqu'à la 36e semaine. Elle a accouché à 36 semaines. Lorsqu'on nous appelle il était exactement 4 h du matin, elle est arrivée avec sa famille pour douleur pelvienne à titre de contraction utérine. Malgré la joie d'être mère, la question des factures et même la subsistance au quotidien constitue un casse-tête chinois. Tous les enfants tête au sein, mais je n'ai pas la nourriture. Depuis le matin même, je n'ai pas encore mangé. Là où je suis ici, je n'ai pas encore payé quelque chose. Toute la facture comme avait venu encore là. La père a venu ici, si c'est une fois, il m'a dit qu'il cherchait l'argent. Le père est allé chercher l'argent et n'a plus jamais fait signe de vie. Heureusement, l'hôpital a une forte orientation sociale et poursuit quand même à prodiguer des soins de santé à la jeune mère en détresse. Oui, la philosophie de notre hôpital,
c'est ne pas laisser personne sans couverture sanitaire, sans assistance sanitaire, même si le moyen financier ne permet pas de régler les factures au fin de traitement. Alors que les âmes de bonne volonté sont sollicitées ici, un doigt accusateur est pointé sur les responsabilités des hommes qui font des enfants sans en mesurer les conséquences. À l'étranger, Côte d'Ivoire, le parquet général requiert 10 ans de prison contre Simone Gbagbo. Participation à un mouvement insurrectionnel, trouble à l'ordre public et constitution de bandes armées. Voilà les 3 chefs d'accusation pour lesquels le parquet général a requis la peine de 10 ans de prison contre l'ex-première dame ivoirienne. Pour l'avocat général Simon Yado Odi, Simone Gbagbo a bel et bien participé à la constitution de bandes armées à Abobo, commune d'Abidjan, dont elle était députée. Le plus difficile reste maintenant à l'accusation d'établir véritablement le lien entre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire et ses mouvements insurrectionnels. En sport, on parle de la promotion de la pratique du tennis auprès des plus jeunes. C'est donc l'objectif visé en cette journée où l'on consacré donc au tennis. Il faut noter qu'aucune activité n'a été organisée au Cameroun pour commémorer la pratique de cette discipline sportive. Néanmoins, les responsables en charge du tennis au Cameroun disent quand même consacrer beaucoup d'intérêt pour la promotion de cette discipline. Ils réagissent dans ce reportage d'Emos Fongor et Aïk Cyril. Une journée mondiale consacrée au tennis. Le fait ne passe pas inaperçu au Cameroun. C'est à l'initiative du président de la Fédération internationale du tennis, le président Rusty, qui à l'occasion de la 100e finale de la Coupe Davis, dont a émis l'idée de créer une journée internationale ou une journée mondiale du tennis, la même chose, pour faire la promotion, pour vulgariser. Nous avons des activités qui fonctionnent en permanence. Si vous allez à Bonandio, vous verrez des enfants sur le coup à l'occasion des écoles de tennis. Dans la région du littoral, aucune manifestation d'envergure n'est prévue pour commémorer l'édition 2015. Mais l'on pense tout de même à la vulgarisation de la discipline. Nous avons beaucoup d'activités en ce qui concerne le tennis jeune que nous réalisons au cours de l'année de tennis. Nous avons des écoles de tennis à l'intérieur des clubs. Nous avons des structures au niveau de certaines associations qui font dans l'encadrement des jeunes, c'est-à-dire à partir de l'âge de 5 ans. À côté de ça, la Ligue essaye donc de faire la promotion dans les clubs. Et pendant les périodes de congés, des vacances scolaires, comme ça va arriver en avril, nous avons des activités que nous organisons et que nous appelons vulgairement les camps de tennis et qui concernent justement les enfants. Initié par l'International Tennis Federation en 2013, la World Tennis Day vise à promouvoir le tennis auprès des tout-petits. Au Cameroun, les tennismen en herbe peuvent s'inspirer des exploits de Yannick Noah, Camerounais naturalisé français, vainqueur de Roland Garros en 1983. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6. Yannick Noah a réalisé son rêve. En attendant, bien évidemment, cet avènement, le sport roi au Cameroun reste le football. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.